Monsieur Benatala, bonjour et merci d'avoir accepté l'invitation de l'Immersive. Madame, bonjour et à nouveau, je vous remercie pour l'invitation. Vous êtes un habitué aujourd'hui de la plateforme et je suis vraiment ravie et honorée que vous trouviez un peu de temps et que vous nous reveniez, et justement pour parler d'un sujet très sérieux, très lourd, j'allais dire. Il s'agit de la dénonciation de l'accord franco-algérien de 1968 par un ancien diplomate français. C'est un sujet délicat qui peut potentiellement polluer la relation entre l'Algérie et la France. D'une part, les répercussions sur la communauté algérienne en France, d'autre part, peuvent bien entendu varier en fonction de plusieurs facteurs, tels que la sensibilité du sujet, les opinions individuelles et la réaction des médias et des responsables politiques de part et d'autre, hein, du bassin méditerranéen. Il est important aussi de noter que la communauté algérienne en France est diversifiée et représente une large gamme d'opinions et de perspectives. Certains membres de la communauté peuvent être directement concernés par les débats sur l'accord de 1968, en particulier. Oui, direct. Oui, oui, en particulier ceux qui ont des liens familiaux ou historiques avec l'Algérie. Pour certains, cela pourrait raviver des souvenirs douloureux liés à la période coloniale et susciter des préoccupations quant à l'impact sur les relations entre les deux pays. Il est également important de souligner que les répercussions sur la communauté algérienne en France dépendent de la manière dont ce débat est traité dans les médias et par les responsables politiques. Une couverture médiatique équilibrée et respectueuse, ainsi qu'un dialogue ouvert entre les différentes parties prenantes, peuvent aider à minimiser les tensions et à favoriser une compréhension mutuelle. Et bien sûr, il est toujours préférable que les débats sur des questions historiques et politiques sensibles se déroulent dans le respect des opinions et des sensibilités de chacun, afin de préserver les relations entre les communautés et entre les deux États. Donc, il est important d'encourager le dialogue constructif, le respect mutuel et la recherche de solutions pacifiques pour préserver les liens entre les deux pays et les deux communautés qui les composent. Et en fait, pourquoi je suis aussi précise par rapport à cette question, c'est parce que on n'a pas le sentiment, et je ne vous demande pas de commenter ce que je vais dire, hein, je le prends sur moi, on n'a pas le sentiment que les médias mainstream, en tout cas en France, ont respecté l'éthique et ont permis à toutes les communautés et à toutes les sensibilités de s'exprimer à ce sujet. Je vais aussi me permettre, puisque M. Xavier, et c'est de lui qu'il s'agit, hein, parce que je n'avais pas encore dit son nom, M. Xavier Driancourt, je vais donner quelques éléments biographiques, puisqu'il n'est pas avec nous, et je l'invite, hein, pour la même occasion, sur la plateforme immersive, et qui vienne nous parler de son point de vue. Par rapport au parcours professionnel de cet ancien diplomate français qui est Xavier Driancourt, il a été ambassadeur de France en Malaisie entre 1998 et 2002, et en Algérie
d'abord entre 2008 et 2012 et ensuite, plus tard, entre 2017 et 2020. Il a été aussi ancien directeur général de l'administration du ministère des Affaires étrangères français, ancien chef de l'inspection générale des Affaires étrangères. Il est l'auteur de 4 nuances de France. Les réactions internationales à l'indépendance algérienne vues par les représentations diplomatiques françaises, et qui a été coécrit, je pense, par d'autres personnalités françaises. Il est l'auteur aussi de L'énigme algérienne, chronique d'une ambassade à Alger, qui est apparue, je crois, en 2022. Et pour rester, j'allais dire, égalitaire, je vais, si vous me le permettez, Monsieur Benatala, de rappeler aussi votre parcours à vous. Vous êtes diplomate de carrière, vous avez rejoint les affaires étrangères en 1977. Vous avez été sous-directeur de l'ONU, des affaires stratégiques et du désarmement, bien sûr, au ministère des Affaires étrangères. Vous avez été directeur de la politique internationale au début des années 90, chargé des questions euro-méditerranéennes. Vous avez été ambassadeur en Côte d'Ivoire, puis à Vienne, en Autriche, en même temps membre du Conseil des gouverneurs de la fameuse Agence internationale de l'énergie atomique. Vous avez été directeur général Europe, c'est comme ça qu'on appelle cette direction générale au sein du ministère des Affaires étrangères, et représentant de l'Algérie au processus de Barcelone, hein, le partenariat euro-méditerranéen. Vous avez participé à la négociation de l'accord d'association avec l'Union européenne, et je pense que c'est là où j'ai eu l'occasion et l'honneur de vous rencontrer, parce que je couvrais en tant que journaliste ces négociations. Vous étiez d'ailleurs le chef de la délégation algérienne, donc pour ces négociations en vue d'un accord d'association avec l'Union européenne. Et enfin, ambassadeur à Bruxelles entre 2001 et 2009, corrigez-moi si je me trompe tout à l'heure, et en même temps représentant de l'Algérie auprès de l'Union européenne et auprès de l'OTAN. Ensuite, vous avez pratiquement quitté la diplomatie pour être désigné secrétaire d'État chargé de la communauté algérienne à l'étranger. En 2004, vous avez pris position contre un 4e mandat de Bouteflika, à la suite de quoi vous avez quitté la carrière diplomatique, et de nouveau, vous avez pris position contre un 5e mandat du président Bouteflika. Et comme je l'avais dit auparavant, j'ai déjà eu le plaisir de m'entretenir avec vous sur le sujet de l'Ukraine et sur la diplomatie, en guillemets, la diplomatie macronienne. Et récemment, vous publiez souvent des articles à caractère diplomatique, dans l'un intitulé « En quoi la France serait utile à l'Algérie » et le dernier « Le report de la visite du président Tebboune en France est une bonne nouvelle », sans oublier 2 reportages dans la presse écrite sur l'Iran, où vous aviez effectué un séjour d'information qui sortait un peu des sentiers battus. Monsieur Benatala, vous l'aviez connu, vous, Monsieur Xavier Driancourt, n'est-ce pas? Bien, écoutez, d'abord, quelques mots sur votre excellente présentation. Vous savez, dans la présentation d'un CV, elle est toujours un peu tronquée, parce qu'on devrait mentionner dans chaque CV, réserver une partie aux collaborateurs qu'on a eus, aux chefs qu'on a eus, sans lesquels on ne pourrait pas avancer dans la carrière et sans lesquels on ne pourrait pas travailler. Donc, c'est pour cela que les CV sont assez partiels. Et tout ce que j'ai pu faire ou ne pas faire, eh bien, je le dois énormément à mes collaborateurs et à mes chefs et à leur soutien. Concernant Monsieur Xavier, l'ambassadeur Xavier Driancourt, nos chemins se sont croisés à Alger. J'étais secrétaire d'État à partir en début 2010.
pendant qu'il était ambassadeur à Alger, où il était arrivé en 2008. Et nous avons quitté à peu près là. Au même moment, je suis sorti du gouvernement en 2010, il a quitté Alger, en 2012, et il a quitté Alger en 2012. Donc, nous avons pu nous observer mutuellement, ça fait partie du métier. Et il a dit qu'il était surveillé, loin de là, tout ambassadeur est observé, décortiqué, scruté, c'est normal. Je l'ai été un peu partout, et cela fait partie de la fonction et cela fait partie du métier. Cela dit, son CV m'inspire quand même, et son action à Alger m'inspire quand même quelques commentaires au vu de la campagne qu'il a déclenchée en France en faveur de la dénonciation de l'accord de 1968 que vous avez cité. Alors, de ce que je vois, et c'est mon interprétation de son profil, l'ambassadeur Xavier Driancourt a plutôt un profil administratif, comparativement à bien des ambassadeurs de France que j'ai connus, de grandes figures, des hommes de confiance du président, et dont un, par exemple, a été secrétaire général du Quai d'Orsay, il est venu ambassadeur à Alger, et il est retourné secrétaire général du Quai d'Orsay. L'ambassadeur actuel en France qui quitte, François Gouillette, j'ai eu l'occasion de le croiser il y a bien longtemps. Il était au cabinet du ministre Pierre Chevènement lorsque ce dernier avait effectué une visite à Alger. C'est à ce moment-là qu'on s'est connus. On s'est de nouveau croisés à Bruxelles et dans les différentes négociations en Méditerranée. Eh bien, M. Xavier Driancourt ne fait pas partie de cercle des négociateurs français. Il a été en poste à Alger par 2 fois, et de son aveu lui-même, l'Algérie est restée pour lui une énigme, ce qui pour moi signifie que c'est un signe d'échec. Séjourner 2 fois dans un pays et ne pas comprendre comment il fonctionne, et bien, écoutez, il y a de quoi s'interroger. C'est 2 expériences en Algérie et dire que je n'ai rien compris au système, eh bien, cela me semble très surprenant. Et je le regrette d'ailleurs pour la France, parce que c'est durant son séjour, je le regrette, que la France a accusé un recul au plan de l'influence, mais aussi au plan commercial. Il le dit lui-même, je n'invente rien, il le dit lui-même que de grandes entreprises françaises ont été éjectées du marché algérien. Maintenant, il faut se poser la question, pourquoi? Qu'est-ce qui arrive à la France en Algérie? Et quelle a été son influence ou sa faible influence pendant son séjour à Alger? Alors, pendant mes fonctions, je le voyais souvent intervenir dans les médias sur des questions franchement accessoires. J'interrogeais le service diplomatique, notamment la Direction générale Europe, pour savoir s'ils avaient reçu l'ambassadeur Driancourt avant qu'il fasse ses déclarations. Bien, très souvent, je m'entendais dire « on ne le connaît pas ». Cela signifie que l'essentiel de son travail, qui consiste à faire du lobbying, de s'informer, d'informer, de venir recueillir du renseignement, d'informer correctement Paris, eh bien, apparemment, puisqu'il n'était pas dans les coulisses du gouvernement, ou en tout cas dans nos sphères d'influence, cela signifie qu'il était, mais ce que je veux dire, un peu à côté de la plaque. En tout cas, c'est l'impression que nous avions eue, que nous avions de lui, et c'était le sentiment qu'il laissait. Alors, cela dit, j'ai eu un contact avec lui, disons un contact à double niveau, un contact indirect et un contact direct. Le contact indirect, c'était lorsqu'en qualité de secrétaire d'État, le gouvernement m'avait mandaté pour faire un travail de rapprochement avec notre communauté nationale à l'étranger, pas simplement en France d'ailleurs, partout en Europe, dans les pays du Maghreb, au Moyen-Orient, en Syrie notamment, pour retisser les liens avec notre communauté, créer de nouveau un climat de confiance. Et on s'était dit que la masse critique de notre communauté se trouve en France, et bien entendu, il fallait en faire une priorité. Et j'ai fait plusieurs séjours
en France, en informant bien entendu les autorités françaises. J'ai rencontré les préfets et j'ai été étonné que l'ambassadeur Drioncourt, qui avait entendu parler, je présume, il l'avait lu dans la presse, puisque nous en avions fait état, de la stratégie du gouvernement en direction de notre communauté et particulièrement en France, en direction de la grande mosquée de Paris, en direction de l'associatif, et le devoir de tout gouvernement, c'est bien entendu de protéger ses concitoyens, avec l'idée que le travail constructif que nous faisions, que le gouvernement comptait faire, notamment en France, eh bien, devait avoir des retombées positives sur notre communauté et des retombées positives sur les relations entre les deux pays. Cela a été bien accueilli partout où je suis passé, en Europe et au Maghreb. Franchement, je n'ai pas eu je n'ai senti aucune retombée négative ni appréciation négative de ces visites. Bien au contraire, les pays étaient satisfaits que enfin, il y ait une prise en charge en quelque sorte de notre communauté à l'étranger et qu'on veuille améliorer à la fois les relations entre nos communautés et son pays, mais également raffermir les liens avec le pays sur place. Sauf en France. Curieusement, sauf en France. Et l'ambassadeur Xavier Drioncourt a fait remonter l'information à Paris, selon laquelle le secrétaire d'État, Halim Benatala, faisait de l'ingérence dans les affaires françaises. Il l'a écrit par note à notre service diplomatique, et sur la base de cela, le ministre Claude Guéant, me semble-t-il, a fait la même remarque à notre ambassadeur en France au cours d'un entretien. Cela signifie quoi? Cela signifie que sur place, il n'y avait pas de dialogue entre cet ambassadeur et les autorités algériennes, sachant que quelque chose se préparait, sachant que le gouvernement allait mettre en œuvre une stratégie en direction de notre communauté. La moindre des choses, c'est le job d'un ambassadeur, de s'informer, de faire remonter l'information, de voir de quoi il s'agit, quels sont les objectifs de la stratégie gouvernementale, quelles seraient les implications, notamment sur l'accord de 1968, mais pas seulement. Il y avait aussi, cette stratégie impliquait aussi un rapprochement avec la grande mosquée de Paris qui était en train de se discréditer sur la place de Paris, un climat délétère concernant les musulmans d'une manière générale, c'était à l'époque le contexte du projet de Grand Moyen-Orient américain, un climat délétère qui faisait que notre communauté se sentait abandonnée. Alors, la moindre des choses, c'est que l'État algérien s'en soucie et fasse quelque chose. C'était un esprit purement constructif et nous espérions avoir un dialogue à ce sujet. Malheureusement, l'ambassadeur Drioncourt ne s'est jamais présenté, n'a jamais voulu savoir quoi que ce soit, ni en quoi cela consistait, ni ce que nous avions en tête, ni quelles étaient nos intentions, qui étaient franchement des intentions de bonne foi. Eh bien, écoutez, sur un sujet important, que l'ambassadeur de France ne se manifeste pas, ne veuille pas comprendre ce qui se passe, eh bien, cela me semble être assez préoccupant. Et là, je fais le lien avec son CV. C'est pour ça que j'ai voulu faire ce commentaire. Un administratif, forcément, à un administratif, il y a des choses qui peuvent échapper, qui ont un caractère géopolitique, qui ont un caractère politique sensible. Alors, l'ambassadeur Xavier Drioncourt s'intéressait énormément à ce dossier qui, pour nous, était un micro-dossier consulaire dans l'ensemble de la matrice géopolitique franco-algérienne. C'est même un serpent de mer qui apparaît tantôt en fonction du climat électoral en France, qui disparaît, qui réapparaît, avec beaucoup d'effets de manche du côté français. Le gouvernement algérien gardait son froid, même si la presse algérienne, évidemment, réagissait, c'est tout à fait, c'est bien normal. Mais le dialogue ne s'était pas établi. Malheureusement, alors, dire que M. Benatala faisait de l'ingérence dans les affaires françaises, franchement, c'était un peu trop court. Cela signifiait tout simplement
qu'il n'effectuait pas, qu'il ne faisait pas sa mission de dialogue. Ça, c'est le contact indirect. Maintenant, le contact direct que j'ai eu, il s'est fait dans le contexte suivant. Au mois de juin 2012, la Grande Mosquée de Paris organisait un grand rassemblement de la communauté algérienne à Lille, au mois de juin 2012. Le recteur m'y avait invité. Il était, a priori, il n'y avait pas a priori d'objection pour que j'y aille. Néanmoins, le ministre m'avait dit, écoute Halim, avec ce que vient de dire Guéant, notre ambassadeur, il faudrait peut-être être prudent et prendre ses précautions. J'ai dit, bien, tout à fait. Alors, mais restons sur l'objectif d'une participation pour que la communauté n'interprète pas mal une absence du secrétaire d'État qui était annoncée par la Grande Mosquée de Paris. Et je vais, si vous le voulez bien, demander à l'ambassadeur Xavier Driancourt de venir prendre un café avec moi. Je vais le briefer de long en large et voir ses réactions. Je l'ai invité effectivement. Il s'est présenté avec le consul général qui était peu disert. L'ambassadeur aussi a été, je dois dire, peu disert. J'ai lui fait une présentation en 3 points sur la mosquée de Paris, sur le rassemblement de Lille et sur notre action, la stratégie du gouvernement en général en France. Il n'a pas dit grand-chose, ce qui m'avait étonné. Il n'a pas évoqué non plus, je pensais qu'il le ferait, c'était l'occasion de le faire. Je pensais qu'il évoquerait l'accord de 1968, la renégociation de l'accord de 1968, qui était déjà à l'ordre du jour, contrairement à ce qu'il dit. Il était sur la table de négociation. Le gouvernement n'a jamais dit, jamais, au grand jamais, qu'il refusait de négocier. J'ai l'impression que l'ambassadeur Xavier Driancourt est en train de désinformer complètement l'opinion publique française et ceux qui ne connaissent pas et ceux qui ne sont pas au fait du dossier. Donc, sur ce sujet-là, il n'a pas évoqué. Sur les 3 autres points, il n'a rien dit sauf 2 choses. Je me rappelle très bien, je l'ai noté, je l'ai encore dans mes notes. Il m'a dit 2 choses. Quand je l'ai briefé sur ce qui se passait dans son pays, dans les mosquées et dans l'arrière-pays des mosquées, les jeux d'influence qu'il y avait nocifs à tout point de vue, les jeux de division qui ne jouaient pas en faveur de la sécurité en France, je dis bien de la sécurité publique en France, qui ne jouaient pas non plus en faveur d'une relation sereine entre les 2 pays. J'ai cité bien des exemples, parce que j'ai parcouru la France dans toutes les directions. J'ai consulté la base, ce que d'ailleurs, au passage, la Grande Mosquée de Paris ne faisait pas, elle ne consultait pas sa base. Et alors, j'étais à la source de l'information de ce qui se passait dans la boutique et dans l'arrière-boutique de nos mosquées en particulier. Alors, l'ambassadeur a réagi. Il m'a ramené une anecdote. Ah oui, il m'a dit, effectivement, j'ai été consterné de ce qu'on m'a dit une fois. Mais ce qu'il m'a dit, ça se passait partout. Je me suis rendu compte qu'il ne savait pas ce qui se passait dans son propre pays, ce qui se passait dans les banlieues, ce qui se passait dans les mosquées, ce qui se passait dans les quartiers. Mais il était où? Je ne sais pas. Donc, j'ai dû le briefer sur ce qui se passait chez lui. En conclusion de cet entretien, il m'a dit alors, je comprends mieux et je vous propose que vous alliez en consultation voir le ministre à Paris. Je lui ai dit, très bien, bonne nouvelle. Je suis prêt à y aller quand vous le souhaitez et nous ouvrirons enfin un canal de dialogue sur ces sujets-là. J'ai rapporté la chose au ministre, il m'a dit, bon, alors dans ce cas-là, tu peux aller à Lille. Je suis allé à Lille, il ne serait absolument rien passé, c'était une visite de courtoisie, je suis rentré à Alger, il ne serait strictement rien passé. Sauf que la proposition qu'il m'a faite d'aller à Paris pour des consultations, eh bien, ne s'est jamais réalisée. J'en ai tiré une deuxième conclusion. L'ambassadeur Xavier Driancourt n'est pas écouté à Paris. Qu'une proposition pareille n'est pas de suite, qu'un ambassadeur avance pareille proposition, qui avait un caractère éminemment politique pour les relations dans les 2 pays, qu'il ne soit pas écouté, qu'il n'y ait pas de suite.
on se comprend entre nous, on connaît en plein le métier. Sa proposition, s'il l'a faite, évidemment, s'il l'a faite, n'a pas été suivie. Donc, il n'était pas écouté à Alger, pas de crédibilité, ça je peux vous l'affirmer, et apparemment, il n'était pas écouté à Paris non plus. Donc, sur le CV, apparemment, c'est une formalité, mais c'est loin d'être formalité, il faut pouvoir en tirer les enseignements. Voilà ce que j'avais à dire sur ce point. Très bien, hein. Donc Monsieur Xavier Driancourt, abonné absent, pas de crédibilité à Alger, n'est pas écouté à Paris. Votre témoignage est crucial, car jusque-là, il n'a pas trouvé de vis-à-vis algérien. Et vous le disiez si bien, il est en train de désinformer l'opinion française. Et quand je dis, moi, qu'il n'a pas trouvé de vis-à-vis algérien, c'est qu'on n'a pas voulu lui apporter sur un plateau de télévision et des grandes télévisions, parce qu'il fait, les grands plateaux des télévisions françaises mainstream, hein, publiques et privées, et pas seulement, aussi la presse écrite, j'entends. Monsieur Halim Ben Atallah. Si vous me permettez, je rajouterai un mot de conclusion. Deux observations. Je crois que dans l'histoire diplomatique entre l'Algérie et la France, et depuis 1962, je pense que le CV de M. Xavier Driancourt est le plus pauvre qui soit. Nous n'avons jamais, la France n'a présenté un CV aussi pauvre. Et il doit y avoir une relation de cause à effet entre la perte d'influence pendant son séjour, les pertes de marché pendant son séjour et son CV. En définitive, comme on dit dans le métier, c'est un ambassadeur de classe C. Voilà, le reste suit. Il faut rappeler qu'il a été nommé pour la première fois ambassadeur de France à Alger sous Monsieur Sarkozy, et il paraît qu'à l'époque, lui-même était surpris, sachant l'importance de ce poste. Donc on ne le donnait pas, on ne le proposait pas à n'importe quel profil français, pas à n'importe quel diplomate ou quel énarque français. Monsieur Ben Atallah, l'énigme algérienne, est-ce que vous l'avez lu? Et si oui, qu'est-ce que vous en avez pensé? Ah, son livre, l'énigme algérienne, écoutez, il est en vente libre à Alger. J'ai eu l'occasion de le feuilleter, et 2, 3 pages, quelques pages, puis je l'ai remis à sa place. J'ai remis à sa place dans le rayonnage, je veux dire. Rien dans ce qui était dit qui ne soit connu du commun des mortels à Alger. Ça faisait partie des discussions dans les cafés, et c'était aussi ce que rapportait la presse. Donc, ce qu'il dit est franchement, véritablement du domaine public, et cela trahit une chose, cela veut dire que ce pays est resté une énigme pour lui au bout du 2e séjour, qu'il n'a pas pu pénétrer les arcanes, au contraire de certains de ses prédécesseurs, les arcanes de l'État, qu'il n'a pas été en contact avec les hommes d'influence, et que par conséquent, voyant son profil, bien, naturellement, tout État, c'est ce qu'il ferait, bien, il est mis à la marge, il n'est pas écouté, on ne le prend pas en sérieux, on n'est pas sûr que le message qu'il transmettrait soit le bon, et on n'est pas sûr qu'il transmet le bon message de sa capitale. Alors, plus grave, une fois rentré à Paris, sortant ce livre, bien, écoutez, il mine le terrain de ses successeurs. Cela est important. Cela signifie que dans l'atmosphère générale à Alger, eh bien, on se dit, bon, si lui disent les choses comme ça aussi vertement, sans doute que c'est l'état d'esprit général à Paris. Et alors, il faut en tirer les conclusions. Mais bien évidemment, ce ne sont pas des responsables du point de vue éthique, ce ne sont pas des propos ou des conclusions à tirer. Non seulement cela,
mais c'est aussi insultant pour ses prédécesseurs, pour les gouvernements qui ont conclu l'accord d'association, pour les chefs d'État, premiers ministres, ministres, ambassadeurs qui l'ont précédé, et qui donc, à l'écouter, ont fait fausse route. Et c'est simplement lui qui a compris l'enjeu de la négociation de l'accord de 1968. Alors, d'un point de vue éthique, ça n'est pas non plus, ça n'est pas faisable. Et dernière observation de ce point de vue, c'est qu'en publiant ce livre, tout simplement, il signe l'échec de la France en Algérie. Il signe l'échec de la France pendant ces années-là. Et ces années, il y a eu beaucoup de moments de tension. Et on aurait voulu qu'il y ait du dialogue, que lui-même serve de rouloir pour apaiser les tensions, pour faire passer les messages, pour faire tout simplement son job. Mais bien au contraire, cela n'a pas été fait durant son séjour, j'ai pu en attester. Et après cela, à son retour, il publie ce livre que je ne me suis pas donné la peine d'acheter. Il aurait coûté moins de 1 euro, je l'aurais sans doute acheté. Plus d'1 euro, je ne l'achète pas. Alors, plus grave maintenant, il a signé l'échec de la France. Et ça, je pense que les autorités françaises devraient en tirer la conclusion qu'il faut. Parce que cela ne va pas rester sans trace. Très bien, alors venons-en à la récente note de M. Driancourt. Qu'est-ce que vous en avez pensé donc, de cette note sur l'accord franco-algérien de 1968? Bien, écoutez, la construction de l'ambassadeur Driancourt est la suivante. Les autorités algériennes refusent de négocier. Et il faut les amener à la négociation par le rapport de force. Ils ne veulent pas le faire, donc il faut dénoncer l'accord et dénoncer l'accord de la manière la moins diplomatique qui soit. Je crois que sur toute la ligne, je pense que sur toute la ligne, il fait faux. Il est, désolé de le dire, il est à côté de la plaque. Sur l'absence de volonté du gouvernement algérien. C'est ce qu'il a écrit dans sa note. Le gouvernement algérien se refuse de négocier. Or, ce qu'il ne sait sans doute pas, et c'est ce qu'il aurait dû savoir, c'est que le gouvernement algérien, le président en personne, le gouvernement en entier, lorsque la question s'est posée déjà en 2009 de renégocier l'accord, le gouvernement, l'État algérien a dit oui, nous négocions, nous sommes ouverts à la discussion et nous attendons les propositions françaises. Donc, la prémisse est déjà fausse. En second lieu, moi-même, secrétaire d'État, le ministre m'a confié cette responsabilité de la négociation de l'accord en succession à un collègue qui était parti en poste. Donc, nous avons préparé cette négociation dans un esprit de continuité, je reviendrai sur cela, et donc nous étions prêts à discuter, je puis en attester, et je vais vous fournir des éléments concrets. Donc ça, c'est sur la volonté de négociation du gouvernement, de l'État algérien. 2, les dates. Je puis aller dans le détail. Il y a eu des négociations. Le gouvernement algérien ne s'est pas refusé, mais alors du tout, à négocier. Il y a eu des discussions préparatoires en 2009. Il était à Alger, il devrait le savoir. Il y a eu au mois de juin 2011, le secrétaire général du Quai d'Orsay a expressément fait une visite à Alger avant la reprise des négociations et après les discussions sur l'accord de 68, afin d'en accélérer le cours. Pourquoi ? Parce que la France, le président Sarkozy était en campagne électorale et il y avait un besoin urgent de satisfaire l'extrême droite et de conclure au plus vite l'accord de réviser l'accord de 1968. Alors, et par la suite, en 2012, il y a eu, malheureusement, ce sont des dates, j'étais présent,
J'étais en arrière-plan, je n'étais pas négociateur, j'étais en arrière-plan. Il y a 2 séances de négociation, l'une à Paris, l'une à Alger et l'une à Paris. Je ne sais pas comment l'ambassadeur Drioncourt dit que le gouvernement s'y oppose alors qu'il a été le témoin de sessions de négociation. Alors de 2 choses l'une, ou bien il était mis de côté, mais en tout cas, ce que je puis attester, c'est que dans la préparation de cette négociation, du côté français, il n'y a pas eu de préparation à Alger. Lui-même, en tant que haut représentant de France, n'est pas venu s'informer, il n'a pas tâté le terrain, il n'est pas venu discuter, nous n'avons pas dialogué, il n'a pas eu d'informations, nous ne lui avons pas communiqué, il ne savait pas où nous voulions en venir, quelles étaient nos intentions, parce que nous en avions nous-mêmes. Il ne suffit pas que les Français disent oui, nous allons réviser. Oui, oui, messieurs, nous allons vous donner satisfaction. Nous savons que vous avez une élection dans quelques mois et nous allons régler ça au mieux dans vos intérêts. C'est pas du tout comme ça que ça se passe. Donc, l'ambassadeur n'est pas venu. J'étais moi-même en charge du dossier, mais il n'a jamais demandé voir. À la direction, au service diplomatique, il n'est jamais allé le voir. Et il était, c'est ce que nous avions compris, il était hors du coup. Quand la délégation française s'est présentée à Alger, on ne l'a pas vu. Désolé, on ne l'a pas vu. Il était à l'ambassade, mais la thématique était tellement importante qu'il lui fallut qu'il soit présent. Maintenant, visiblement sur ce coup-là, sur les négociations en elles-mêmes, j'affirme, je l'atteste, elles ont eu lieu et il était complètement perdu. Alors, pour aller plus dans la substance, le gouvernement avait donné son accord, contrairement à ce qu'il dit, je le répète, et nous avons élaboré une stratégie de négociation. Et nous attendions la délégation française autonome, lesquelles viennent, qu'elle nous apporte des éléments de modification du 4e avenant de l'accord en particulier, et nous avons mis en point la négociation, le scénario de négociation. Alors l'objectif était quoi? Il y a eu 2 objectifs, et cela s'est fait en 3 étapes. Premier objectif était qu'il était hors de question pour nous, le gouvernement nous avait laissé un mandat ouvert, il était hors de question pour nous d'aboutir pendant le mandat de président Sarkozy. Et donc, cela signifie qu'on devait gagner du temps. Gagner du temps par la négociation, gagner du temps par le dialogue. Cela signifie que nous avions reçu le mandat de négocier l'échec. Autrement dit, c'est cela. En clair, c'était cela. Et donc, nous avons la délégation notre délégation qui a reçu son homologue française à Alger, qui est partie à Paris, est partie dans cet état d'esprit, négocier, avoir le contexte politique français en tête. Nous étions ouverts à toutes les propositions. Il y en a qui étaient très mal lues, complètement hors sujet, je vous le dis. Et donc, nous étions très à l'aise. Il n'y avait aucune objection de notre côté à quoi que ce soit. Et donc, objectif politique, ne pas aboutir, ne pas se presser, ne pas aboutir durant le mandat du président Sarkozy. Et deuxième objectif, la délégation, l'État français, on savait ce qu'il voulait, mais l'État français ne savait pas ce que nous voulions. L'État français, c'est un avantage pour nous, bien entendu, se découvrait sur les plateaux, se découvrait dans les articles, des déclarations intempestives, enflammées, très romantiques, mais qui n'avaient aucune chance d'aboutir sur un plan diplomatique. Alors, il y avait 2 thèses. La thèse de l'État français qui voulait modifier l'accord en l'alignant sur le droit commun, ce qui est déjà en train d'être fait par les préfectures françaises, parce que sur nombre de dispositions de l'accord de 1968, certaines dispositions ont été vidées de leur sens par des mesures internes, et nous avions des copies de ces mesures qui étaient transmises ou élaborées par les préfectures. Donc,
du côté français, il s'agissait d'aller vers un 1968 moins. Et notre demande, nous avions aussi notre canevas, notre plan de charge de demande, c'était d'aller vers un 68 plus, non seulement rester avec le statu quo, mais ensuite demander un plus. Le plus consistait en quoi? Le plus consistait à obtenir un accord séparé, mais avec une négociation concomitante, négociation en parallèle, un accord séparé sur les visas touristiques de court séjour sur lesquels il y avait une très forte demande chez nous. Les Algériens étaient demandeurs de visas de court séjour, beaucoup plus que demande d'immigration. Il est fait une très mauvaise lecture de cet accord. Nos concitoyens se sont rabattus sur l'accord de 1960 parce qu'il offrait une ouverture, parce que l'État français a complètement verrouillé les visas touristiques. Et donc, écoutez, des familles qui veulent se rendre visite, qui se trouvent empêchées, des cas d'urgence, des gens qui se trouvent empêchés, eh bien, le réflexe consiste à dire, bon, puisque ça devient aléatoire et risqué avec des taux de rejet très élevés, autant aller vers 1968, qui pouvait, c'était dur, c'était un parcours du combattant, mais c'était la seule manière de pouvoir encore circuler entre les deux pays. C'est cela. Ce n'est pas une volonté d'émigrer massivement. L'analyse française est complètement fausse, et les prémices qu'il pose dans sa note sont complètement fausses. Alors, d'un point de vue tactique, si les Français lâchaient du mou sur un accord sur les visas touristiques de court terme, nous pouvions être plus compréhensifs, parce que de toute manière, c'était déjà un fait accompli, nous pouvions être compréhensifs sur notamment le 4e avenant de l'accord de 1968. Donc ça, c'est les deux objectifs. Et cela s'est fait en 3 étapes. Première étape, et nous avions gagné du temps en disant au gouvernement français, donnez-lui un peu de temps, on ne s'est pas préparé, on n'a pas encore de négociateurs, le gouvernement n'a pas encore mis sa stratégie en place, etc. Des arguments qui n'étaient pas véritablement injustifiés. Il y avait du fond, il y avait du vrai dans cela. Donc il y avait une certaine bonne foi. Alors, cela s'est fait en 3 étapes. Première étape, le gouvernement a demandé à nos consuls de faire un travail d'information. Et nous avons recueilli auprès de toutes les préfectures de France comment l'accord de 68 était appliqué, les décisions internes qui étaient prises par l'administration et qui toutes violaient l'accord de 1968. C'est la partie française elle-même qui violait un nombre de dispositions de l'accord. Donc, la donnée est tout autre. Et nous avions évidemment des statistiques, nous avions les mesures qui étaient prises, et donc une des premières directions de négociation a été de confronter ces données aux données françaises. Et croyez-moi, confronter les données, y compris statistiques, cela prend du temps. Deuxième étape, nous avons mis à contribution un collectif d'avocats algéro-français sur place. Pourquoi ? Pour nous éclairer sur la jurisprudence française. Et il s'avérait que la jurisprudence française disait que l'accord de 68 est parfaitement valable. Et l'argument qui consiste à dire un traité international ne peut pas remplacer une mesure interne, cela est complètement faux, et la jurisprudence française le confirmait. Autre élément, c'est de savoir quel état d'esprit dans quel état d'esprit se font ces choses-là en France. Nous avons un peu ce côté, comment dirais-je, fonctionnaire, et nous ne savons pas toujours comment l'autre partie fonctionne. Donc, ce collectif d'avocats méritants qui a travaillé entre Lyon et Paris, c'est l'occasion de les en remercier, nous a fourni un éclairage très substantiel qui nous a confortés dans notre position.
Troisième étape, c'est la négociation elle-même. Eh bien, la négociation, comme je vous l'ai dit, il y a eu deux sessions de négociation en 2012. Et tenant compte un peu de notre démarche, l'idée était d'ouvrir des sous-négociations, d'aller de sous-négociation en sous-négociation. Par exemple, avant d'aborder le fond du sujet ou d'amender quoi que ce soit, c'est d'abord faire le bilan. Si on fait le bilan, on s'aperçoit que la partie française était en complète violation de l'accord lui-même. Et donc, nous étions de ce point de vue très à l'aise. Et la délégation française et le gouvernement français ont été bien en mal de nous contredire. Désolé, ce sont des mesures internes des préfectures. Ensuite, il y avait une hétérogénéité de préfecture en préfecture. L'État français n'est pas si homogène que cela. De préfecture en préfecture, les conditions de délivrance de carte séjour, de regroupement familial, de kafala, etc., ont varié. Et nous recueillons, c'était connu, c'était du domaine public. Donc, ce manque de cohérence au sein de l'État français était pour nous un argument à faire valoir. Et franchement, ce n'était pas très difficile. L'autre argument, c'était les statistiques. Nos données et les statistiques de la partie française ne concordaient pas. Et travailler sur les statistiques pour nous entendre sur le flux migratoire n'est pas une partie facile. Ça n'est pas simple. En soi, c'est une négociation dans la négociation et cela peut prendre des années. Donc, l'idée consistant à entraîner la partie française dans un laboratoire, dans un labyrinthe de sous-négociation était au point, et ce que nous avons commencé à faire à Alger et à Paris. Je regrette que l'ambassadeur Guillancourt n'ait pas perçu de tout cela, qui n'ait pas eu recueilli d'informations sur notre stratégie de négociation. Je l'ai dit, il était malheureusement pour nous, il était hors du coup. Et en cela, l'énigme eh bien, est une bonne chose. Ça permet de se carapassonner et de ne laisser filtrer aucune information. Donc, je suis désolé pour lui. Il n'a pas perçu nos intentions. Il n'a pas perçu là où nous venions et tout simplement, il n'a pas compris. S'il avait saisi que nous avions un intérêt pour un accord touristique pour nos concitoyens pour lesquels que nous avions identifié les citoyens de bonne foi, bona fide, comme on dit à la Commission européenne, de bona fide avec des garanties suffisantes, avec des dossiers allégés et une circulation facilitée, eh bien, croyez-moi, sur le 4e avenant du 68, nous aurions été flexibles parce que de toute manière, nous n'étions pas véritablement perdants. Alors, voilà en réalité ce qui s'est passé au plan de la direction des négociations effectives qu'il y a eu. Ce qui s'est passé, ce n'est pas un refus du gouvernement algérien de négocier, comme je viens de dire, mais tout simplement parce qu'au mois de septembre 2012, il y a eu changement de gouvernement chez nous. Le gouvernement mis en place, son cheval de bataille était un 4e mandat pour le président. C'était la priorité des priorités, le reste importait peu. Et de même, il y a eu l'élection, nous avions misé sur un départ du président Sarkozy. Effectivement, c'est ce qui s'est passé. Le président Hollande est arrivé et les priorités, je présume, du gouvernement successif du président Hollande ont varié. Et donc, la négociation n'était plus une priorité des deux côtés et on est revenu un petit peu au cycle du serpent de mer qui réapparaît et qui disparaît. Mais la construction d'un gouvernement algérien ou d'un État algérien de mauvaise foi est complètement, désolé, elle est complètement loufoque. Elle ne tient pas la route face aux faits. Voilà ce que j'avais à dire un peu sur cette négociation, sur le fond de 68, sur les délais, sur la volonté de l'État algérien, sur nos objectifs. Et elle aurait pris des années et je doute fort qu'elle ait pu aboutir.
Peut-être encore une autre question sur la note de Monsieur Xavier Driancourt. Oui. Mais avant, hein, permettez-moi de retenir encore une fois, par rapport à votre nouveau témoignage, malheureusement, encore une fois, abonné absent, mauvaise foi, malhonnêteté intellectuelle. Maintenant, par rapport, il a fait des propositions hein, qu'il développe dans sa note de l'accord entre le gouvernement algérien et le gouvernement français du 27 décembre donc 1968, qui concerne la circulation, l'emploi et le séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles. Quelle est votre appréciation par rapport aux propositions qu'il a développées dans sa note? Bien, écoutez, j'ai effectivement lu sa note dans le détail, l'accord de 1968, je le connais assez, mais les experts qui m'ont entouré, qui avaient déjà eu participé aux négociations précédentes, m'ont suffisamment éclairé pour que je puisse affirmer ce que j'ai déjà dit. J'ai beaucoup appris. Ce n'était pas ma spécialité, ces affaires consulaires. Ce n'était pas disons, un cheval de bataille pour moi. J'étais branché sur d'autres secteurs et donc j'ai bénéficié de l'apport de bibliothèques ambulantes chez nous qui avaient l'historique des discussions, des négociations, des positions, de ce qui se passait dans les consulats partout. Donc, ce qui fait que qui m'ont permis d'être à l'aise, notamment lors de l'entretien avec l'ambassadeur Xavier Driancourt. Alors, dans ces propositions, il y a deux hypothèses. L'hypothèse de la négociation, mais partant du fait de l'idée que le gouvernement algérien, que l'État algérien ne voulait pas négocier. Je viens vous démontrer que l'État algérien voulait négocier, effectivement, mais qu'il y a eu des négociations, mais malheureusement, je ne sais pas où était l'ambassadeur Driancourt à ce moment-là. Donc, pour lui, la négociation, il faut amener le gouvernement algérien et l'État algérien, la négociation par le rapport de force. Soit. Alors, il développe quelques arguments et c'est la partie, je dirais, la plus plaisante de son argumentaire. Un premier consiste à dire, écoutez, la dénonciation n'est pas une clause de l'accord, mais on peut en faire une interprétation et dire que la nature de l'accord ou les circonstances ayant changé, on peut toujours dénoncer l'accord. Évidemment, cela ne tient pas la route. Et il s'est prévalu d'un argument, d'un principe simple que j'ai appris en première année à l'ENA, qui est le droit international prime sur le droit national. C'est courant, c'est normal, mais tous les accords, c'est la nature même de tous les accords internationaux, que celui-ci ou d'autres, concernant l'Algérie, la France, le Zimbabwe, la Malaisie, mais tout traité international prime sur le droit national. Alors, le sous-argument est la souveraineté, parce que cet accord qui étant un traité international primant sur le droit national, il touche à la souveraineté nationale. Ah, la belle découverte. Mais enfin, c'est non seulement élémentaire du point de vue du droit international, mais en plus, il faut être cohérent et aller jusqu'au bout. Si telle est la doctrine si telle serait la doctrine de l'État français, donc que le droit national prime sur le droit international, et alors il faudrait envisager un Frexit. La France devrait sortir de l'Union européenne parce que tout l'État européen obéit aux directives de l'Union européenne, à ce qui se décide à Bruxelles. Et de ce point de vue, s'il y a perte de souveraineté de la France, elle se joue à Bruxelles. Elle n'est pas du tout à Alger. D'ailleurs, si vous mettez en balance l'accord de 1968, en balance, hein, l'accord de 1968, avec le corpus de droit communautaire, eh bien, c'est l'équivalent du poids d'une plume sur un plateau de la balance et les dizaines de tonnes
sur l'autre plateau de la balance des directives et de la réglementation communautaire. Autrement dit, c'est epsilon, ça ne compte pas. Ce n'est pas un argument, de poids. Et alors, si jamais cette brèche était ouverte du point de vue du droit, eh bien alors, les juristes français et les politiques français auront à faire pour retirer, pour se soustraire aux directives de la Commission européenne notamment. Alors, ça c'est le premier argument qui, comme vous le voyez, ne tient pas là. Le deuxième argument, il a dit un effet de levier. C'est un concept savant qui est utilisé ici et là, et qui signifie quoi? Effet de levier, ça veut dire faire pression sur l'État algérien. Concrètement, péjorativement, cela signifie faire du chantage. Faire effet de levier, cela signifie on ouvre les vannes, on ferme les vannes, on ouvre les vannes, on ferme les vannes pour l'octroi des visas et serrer les vis. Oui, c'est ce qu'il avait dit récemment à la presse française. Hein. Il a dit, contrairement à l'Algérie, la France elle a un seul levier qui est celui des visas. Écoutez, il en assume la responsabilité. Donc, je pense qu'au niveau géopolitique, il devrait y avoir en France d'autres visions que celle-ci qui est tout à fait primaire. Malheureusement, c'est d'un primitif hallucinant pour un grand ambassadeur de France, pour un ambassadeur de France. Alors, un effet de levier, il devrait savoir que ça a été déjà utilisé. Il n'y a pas si longtemps, le même ministre de l'Intérieur, à maintes reprises, ouvrir les vannes, fermer les vannes, réduire de 30%, réduire de 50% la tolérance des visas, et voyons que cela ne fonctionne pas, parce que les Algériens, étant habitués à souffrir du côté français, ils n'en sont pas à une souffrance près, et que tôt ou tard, l'État français se rendra compte que c'est dans son intérêt de ne pas verrouiller complètement et de son intérêt de laisser je ne parle pas de libre circulation, la question n'est pas là, mais d'une circulation assouplie entre les deux pays pour des raisons économiques, familiales, sécuritaires, à tout point de vue, c'est dans son intérêt avant tout. Alors, cet argument d'effet de levier, il ne tient pas non plus. Il a été expérimenté, ça ne marche pas, donc c'est une fausse proposition. La proposition qui me plaît aussi, c'est celle qui consiste à dire on dénonce l'accord, mais une fois dénoncé l'accord, on va utiliser la sous-commission prévue dans l'accord pour négocier. Enfin, soyons cohérents. Une fois l'accord dénoncé, on ne peut plus faire revivre une commission pour obtenir des résultats. Non, je reprends ces mots, pour obtenir des solutions satisfaisantes. Mais enfin, vous venez de tuer l'accord. Et vous voudriez en même temps faire revivre une commission prévue dans l'accord pour négocier. Complètement hors du coup, ça ne se passe pas comme ça. Tout simplement. Lorsque, une fois l'accord dénoncé, c'est l'implication qui devrait être soigneusement considérée, et je pense que ça a dû lui échapper, c'est qu'une fois dénoncé, il n'est pas acquis que l'État algérien voudrait reprendre la négociation, voudrait négocier tout sauf sauf l'état de fait. Ce n'est pas acceptable pour un État souverain, et encore moins pour quelqu'un qui est habitué à négocier. Ça ne se passe pas comme ça. On ne met pas son partenaire devant le fait accompli, on lui dit, écoutez, maintenant vous venez, vous acceptez nos conditions. Mais ça, c'est d'un point de vue de la négociation. Maintenant, d'un point de vue politique, aussitôt la dénonciation faite, il faut en mesurer les implications. Ce qui va se passer, c'est que instantanément, les relations bilatérales, diplomatiques, consulaires, basculeront dans un trou noir. Personne ne sait comment ça va se passer. Personne ne peut offrir de garantie qu'il y aura négociation, et je ne pense pas qu'il y aurait. Une fois que c'est fait, c'est fait. Qu'est-ce qu'on négocie ? Il était plus intelligent de dire, écoutez, améliorons l'atmosphère, soyons plus sereins,
voyons l'équilibre des intérêts, trouvons des compromis, trouvons des solutions satisfaisantes dans le cadre présent et surtout ne pas créer un rapport de force. Parce que là, lorsqu'il dit, c'est le troisième élément, lorsqu'il dit rapport de force, il doit bien comprendre qu'un rapport de force peut être utilisé par les deux parties. Ce n'est pas la partie française qui va utiliser le rapport de force et en l'occurrence, en l'espèce, je suis convaincu que le rapport de force est en faveur de l'Algérie. La France aurait tout à perdre. Mais on est, s'il s'imagine dans un esprit simpliste, très simpliste, je dois le dire, que la délégation ou les négociateurs français auront suffisamment de munitions pour abattre la délégation algérienne, je crois. C'est complètement un faux calcul. Donc, le rapport de force ne tient pas le coup. Surtout que, il faut comprendre la psychologie aussi du partenaire, surtout que nous aimons bien les rapports de force. Il ne devrait pas l'oublier. Par expérience, je sais que dans les moments où les relations ont été, pas simplement avec la France d'ailleurs, les plus paisibles, que je veux dire qu'on se fait avoir. Alors, quand il y a rapport de force, quand il y a épreuve de force, il y a de la vigilance, il y a de l'analyse et on calcule tous les impacts. Donc, de ce point de vue aussi, ça ne peut pas marcher. Alors, la dénonciation unilatérale est à haut risque. C'est, je vous le dis, à mon avis, c'est un trou noir. Et la France en assumera la responsabilité, puisque ça n'a pas été concerté. Évidemment, ça ne peut pas être concerté. Alors, la France en a la responsabilité. Et je présume, j'ai été un peu parti dans le système, cela aura des conséquences à long terme. Et il faut être un tant soit peu observateur de ce qui se passe en ce moment à Alger et dans les rapports avec la France. Il a beaucoup glosé sur la visite du président Tebboune en France. D'une visite par-ci, par-là. Je crois que là aussi, il est complètement du coup. Il a dû observer que le président Tebboune est parti, a fait de multiples déplacements en France, sauf la France. Ce qui signifie que l'atmosphère n'est pas bonne et que ce n'est pas qu'une visite en France n'est pas l'heure du jour. Enfin, en tout cas, c'est mon interprétation. Alors, et comme ces choses-là se règlent en général à haut niveau, un déficit, un manque de dialogue à haut niveau, en raison de ce climat, les climats de délétère qui prévaut en ce moment en France, d'ailleurs, pas simplement par rapport à vous, la France est devenue un souci de préoccupation pour la communauté internationale, au point que même l'ONU, ses voisins, également ont dit ce qui se passe. Les Européens, ce qui se passe en France. En Afrique, elle a perdu pied. L'ONU s'en préoccupe. Alors, du point de vue des rapports de force, je crois que nous sommes dans une meilleure position qu'il ne le croit. Alors, conclusion, dans ce grand climat d'enfumage de l'opinion publique française, je suis un peu étonné que personne n'ait pris la précaution le soin de vérifier les faits et de relayer ce qui se dit. Donc, mais en même temps, j'observe qu'il n'est pas très écouté. Alors, s'il n'a pas été écouté en temps, je ne sais pas si ça. La voix, elle est un petit peu entrecoupée, Monsieur Benatala. Mais encore une fois, je suis désolée pour Monsieur Xavier Dréancourt, que j'invite d'ailleurs à venir nous expliquer sa manière de voir les choses. Mais je retiens encore une fois absence de crédibilité, non écouté dans son pays, abonné absent, mauvaise foi, incompétence et irresponsabilité au fond. Écoutez, je n'ai pas
j'ai conservé quand même un peu de sang-froid et je n'ai utilisé aucun de ces qualificatifs que vous avez utilisés. Donc, ils sont les vôtres, pas les miens. Ne vous inquiétez pas, monsieur le diplomate, hein, ce sont les miens, ce sont mes déductions et certainement celles de beaucoup des commentateurs, hein, on verra bien. Je vais poser une dernière question. Hein. Donc, en juin dernier, hein, il y a à peine quelques semaines, il récidive. Hein, il a publié auprès d'un institut très conservateur, un think tank, une note intitulée Le choix risqué d'Emmanuel Macron envers l'Algérie, et il l'a sous-titré Illusion, erreur et risque. Et là, il s'y montre très critique à l'endroit des options diplomatiques de la France dans la région, hein, globalement. Il revient sur les enjeux de la relation franco-algérienne. Quelle est votre grille de lecture? Écoutez, ça devrait être, c'est un sujet franco-français, ça devrait être peut-être un sujet de la rencontre annuelle entre le président Macron et le corps diplomatique français. C'est peut-être là la meilleure enceinte pour en discuter. Mais évidemment, vous savez, lorsque pareilles choses sont mises sur la place publique et dans ce ton-là, et avec si peu de crédibilité, je doute fort que cela, qu'il ne soit écouté. C'est une vieille tactique de la France coloniale d'utiliser les Algériens contre les Algériens ou de jouer entre les voisins. Mais écoutez, ça n'est pas très digne. Je pense que la France, qui reste une grande puissance, a suffisamment de lucidité, qu'il y a suffisamment d'intelligence, d'hommes intelligents en France pour mieux connaître et mieux situer les intérêts de la France. Le reste, à mon avis, c'est du vol au raté pâquerette. Voilà, je crois que j'ai à peu près fait le tour de la question. Allô? On est là? Excusez-moi, j'avais éteint mon micro, je ne me suis pas rendu compte, hein, pardonnez-moi. Évidemment, on y arrive, hein, on est à la fin de cette première immersive après votre retour. Moi, j'espère vous revoir peut-être après le sommet. Vous savez, à Bruxelles, il y a un sommet très, très important qui va se tenir lundi et mardi prochain, un sommet européen avec les pays de l'Amérique latine et des Caraïbes. Mais en attendant, j'aimerais conclure par rapport aux médias, mes confrères français, qu'en principe, au lieu il faut une couverture médiatique responsable, hein, qui peut contribuer à apaiser les tensions, à encourager la compréhension mutuelle et à promouvoir un dialogue ouvert entre les différentes parties prenantes. Et puis, je dirais que par rapport à la dénonciation de l'accord franco-algérien de 1968 par un ancien diplomate français, a des conséquences, qu'on le veuille ou non, des conséquences potentielles sur la relation entre l'Algérie et la France. Les répercussions, encore une fois, sur la communauté algérienne en France peuvent varier en fonction des sensibilités individuelles. Le rôle des médias est essentiel.
pour donc façonner la perception publique et faciliter un débat constructif, vous le disiez tout à l'heure, Monsieur Benatala, sur cette délicate question. Malheureusement, ça n'a pas été le cas jusqu'à présent. C'est Monsieur Xavier Driancourt qui, pardonnez-moi l'expression, se tape tous les grands plateaux de l'audiovisuel français au détriment d'autres Français qui ont un autre point de vue par rapport à cette question sensible, qu'ils soient français de souche ou français d'origine algérienne. Et malheureusement, les médias mainstream français n'ont pas véritablement respecté l'éthique de la profession. Merci beaucoup d'avoir accepté encore une fois cette immersive. Et j'espère vous retrouver très bientôt, Monsieur Benatala. Bien, merci encore une fois. Merci. Merci, au revoir, monsieur. Au revoir.